Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actu. Comment vas-tu mon frère? Ben, ça va, c'est la pêche. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous donner notre avis sur 3 films qu'on a été voir au cinéma. Tout d'abord, Smashing Machine, Frankenstein sur Netflix. Et pour finir, Predator Badlands. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo actu. Alors mon frère, on va commencer par quel film? Allez, on va commencer par Smashing Machine. Allez, donne-moi ton avis. Alors, ce film, pour moi, est une sorte de biopic, mais en même temps très ennuyeux. Parce que même si on parle d'un champion d'MMA, enfin un des tout premiers qui était devenu une légende, et ben c'est un film plutôt un drame psychologique. Alors c'est un film entrecoupé de scènes de disputes dans des appartements. Alors au niveau de la mise en scène, c'est pas extraordinaire. Je trouve que la réalisation est assez banale, même si on est proche d'un documentaire. C'est pas un film du tout sur le sport. Les scènes de combat sont très vite expédiées. Alors c'est un peu normal dans ce genre de sport parce que les combats sont rapides et expéditifs. Mais le réalisateur ne s'intéresse absolument pas à la carrière de Mark Kerr, qui est ce combat d'MMA, enfin de ce combattant d'MMA plutôt, je dirais, qui a eu une carrière fulgurante comme ça, qui s'est perdu dans la drogue, dans les excès de médicaments. Oui, les excès de médicaments et tout, qui est lui-même tombé dans une dépression comme ça, qui a fait des séances de désintox comme ça en clinique. Et on a beaucoup de scènes de ménage comme ça avec sa femme. Je me sens exclue de tout ce qui te passionne. Tout ce qui t'importe, toi, c'est ta petite personne. Toi, y'a que toi qui compte. Alors les acteurs sont pas qualitatifs, hein. Je dirais que Dwayne Johnson se démerde pas mal dans ce rôle, sans que ça soit extraordinaire. Bon, il est extrêmement grimé, hein, il est sous des prothèses, mais on peut pas dire que ce soit un rôle à Oscar. En tout cas, si on lui donne, c'est que il y a pas beaucoup de choix cette année. C'est pareil pour l'actrice hein, qui fait sa femme, Emily Blunt, qui est pas extraordinaire non plus, qui a tendance à cabotiner beaucoup. C'est de toute manière un film un petit peu à Oscar comme ça, où il se démène en tout cas pour essayer de récolter la statuette. De ce côté-là, c'est pas extraordinaire. La réalisation, comme je viens de vous le dire, n'est pas non plus transcendante. La mise en scène, tout. Enfin bref, c'est un film très ennuyeux. Enfin, je trouve que en plus c'est un faux biopic parce qu'on s'intéresse seulement qu'aux 2 dernières années de ce combattant, donc les pires années hein, apparemment. Et voilà, c'est un film que vous pouvez regarder à la limite. Alors c'est un film qui a pas marché en France et surtout aux États-Unis, hein, c'est un bide monumental et je comprends pourquoi. Voilà, comparé à d'autres biopics sur des grands sportifs, ben celui-là, ben il fait pas le figure. Rien d'extraordinaire, rien de honteux non plus. En tout cas, c'est un film comme ça qui se laisse dériver, à découvrir ou pas, bien sûr. Ensuite, ben, j'ai été voir aussi un autre film, cette fois-ci un film français, qui s'appelle La femme la plus riche du monde. Alors c'est un biopic sur la famille Bettencourt. Et on s'intéresse à travers ce film à la relation entre Bettencourt, cette femme la plus riche de France, avec un pique-assiette, Alain, je ne sais plus comment s'appelle d'ailleurs le personnage, qui est une sorte de dandy comme ça, un peu provocateur. Et dans le film, cette relation est décrite, et ça, c'est le côté un petit peu réécrit dans l'histoire, le côté un peu romanesque, c'est que cette relation va être décrite comme une sorte d'amitié et en même temps un peu perverse parce que le personnage que Laurent Lafitte interprète est un manipulateur. Il est là aussi pour récolter de l'argent. C'est un peu quelqu'un qui s'énisse dans cette famille pour avoir des biens, quoi. Et en même temps, on décrit une relation importante pour elle parce que c'est une façon comme une autre
d'échapper à cette vie bourgeoise extrêmement carrée de la grande bourgeoisie, quoi, ennuyeuse, quoi. Et cet homme-là va la faire rêver. Ça me gêne. Mais arrête de glapir, Guy. Oui, c'est exact, vous glapissez. Alors, le début du film commence comme un biopic plutôt banal, classique, avec des scènes plutôt comiques. Alors, c'est plutôt drôle. Laurent Lafitte l'interprète très très bien, d'ailleurs. Il est assez agaçant comme ça, assez provocateur. Et ensuite, dans la deuxième partie, le film bascule dans un biopic un peu plus sombre, où on s'intéresse plus à l'affaire en question, l'affaire médiatique, le procès qu'il y a entre la famille et le personnage de Laurent Lafitte, donc des perquisitions, des écoutes téléphoniques de la part des majordomes qui travaillaient au sein de la famille. Donc le film est bien scindé en deux. La première partie, une comédie douce amère, très drôle, et ensuite la deuxième partie où c'est beaucoup plus sombre. Or, bien sûr, ce film est réussi à 50%, malheureusement, c'est comme tous les films français. Voilà, il y a des fautes de goût. Par exemple, il y a des portraits, par exemple, qui est assez mélancolique, qui fait un peu pathos. Il y a aussi des voix off qui sont un petit peu trop dominantes. Enfin, voilà, c'est un film très intéressant parce que le casting est réussi, hein. Isabelle Huppert est parfaite dans le rôle de Bettencourt, autant que Laurent Lafitte, et en contre-emploi, bien sûr, à la fois comique et dramatique. Donc c'est un film à découvrir, c'est un film qui a un certain succès au cinéma, là, depuis quelque temps. Il marche plutôt bien, les gens se déplacent, il y a un bon bouche à oreille. En tout cas, un très bon film français, tout de même. Je ne veux léser personne. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Et j'ai vu aussi la version de Netflix, la nouvelle version de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Alors c'est une très bonne version. Alors pour moi, c'est un film beaucoup plus romantique que le film de Kenneth Branagh qui était sorti en 94, qui était beaucoup plus shakespearien, beaucoup plus noir, beaucoup plus film d'horreur comme ça, et sur la malédiction de Victor Frankenstein, avec qui était plus proche peut-être du roman, et des versions de la Hammer. Cette fois-ci, on est beaucoup dans une nouvelle version plutôt romantique, avec un monstre beaucoup plus humanisé, et avec surtout deux points de vue. Le point de vue de Victor Frankenstein, plus le point de vue de la créature. Donc c'est ça qui est nouveau dans cette nouvelle version, c'est-à-dire qu'on n'a pas que seulement le point de vue de Victor Frankenstein, mais aussi de la créature. Et c'est à la fois fidèle et éloigné. Il y a des très bonnes scènes, la mise en scène de Guillermo del Toro est relativement classique, et on retrouve bien sa patte et son cinéma. On est dans un cinéma gothique, bien sûr, mais très romanesque. Les acteurs sont talentueux, hein. Il n'y a pas un acteur qui est en dessous, hein. Franchement, ils se renvoient parfaitement la balle, surtout l'acteur qui fait la créature, qui est très juste. Et c'est un film qui dure certes 2h30, qui est assez long, mais qui passe assez facilement. La rage. Par contre, j'ai un désagrément. Moi, j'ai énormément de mal à passer au numérique. Tous les films numériques a une photographie, une mise en scène quasi parfaite. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on n'a plus le grain de la pellicule d'origine. Même si c'est un film qui est même plus en 16/9, quasiment, pour moi, c'est un faux 16/9. Moi, ça me dérange beaucoup, hein, tout ce qui passe sur les plateformes. Maintenant, faut s'habituer, hein, tout simplement. C'est cette image numérique. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. Moi, j'aime bien quand il y a des défauts, quand il y a quand l'image est beaucoup plus naturelle, en tout cas. Mais en tout cas, cette version de Victor Frankenstein est juste réussie, même si je préfère, bien sûr, la version de 94 de Kenneth Branagh, qui est beaucoup plus shakespearien et beaucoup plus noir et film d'horreur que cette version, mais tout de même une version maîtrisée, et j'ai adoré cette nouvelle proposition. Maintenant, sauve-toi. Bon, pour ma part, je vais remonter un petit peu le fil. Je vais commencer par Smashing Machine. Alors, c'est un film que j'ai plutôt apprécié,
mais qui survole beaucoup trop son sujet. Donc c'est un film biopic, à la fois docu-fiction, sur la vie de Mark Kerr, donc ce champion de MMA, qui a eu une vie quand même assez trouble, voire même limite il a vécu un véritable enfer. C'est un sportif qui vivait pour son sport, un sport très violent où il a pris énormément de coups. Très rapidement il est devenu accro aux médicaments et aux OPC. Il est devenu très, ça a joué sur son humeur, voilà, donc il a eu beaucoup de problèmes au sein de son couple. Ensuite, il a fait des séances de désintoxication. Donc c'est un biopic qui aurait dû aller beaucoup plus dans le drame, et là, malheureusement, le réalisateur survole beaucoup trop son sujet. Alors, oui, certes, on a des scènes de combat, bon, comme tu disais dans ta critique, on n'en a pas beaucoup. On aurait aimé qu'il s'attarde un peu plus sur la carrière de ce grand champion, parce que c'était un grand champion dans les années 90, mais il s'intéresse beaucoup plus à sa vie privée, donc à sa vie de couple. Mais malheureusement, même dans ce sujet-là, il survole absolument tout. À un moment, on voit donc ce champion qui a du mal dans son sport, il devient très vite addict aux médicaments, donc il devient un toxico. On voit qu'il a des problèmes de couple, on voit aussi qu'il va rentrer en séance de désintox, mais tout ça, il le survole vraiment, on a l'impression que le réalisateur n'a pas envie d'égratigner la carrière de ces grands athlètes. 40 000 personnes qui t'acclament comme ça. C'est l'extase que je retrouve nulle part ailleurs. Et moi, j'aurais voulu avoir un peu un film à la The Wrestler, qu'on a eu il y a quelques années avec Mickey Rourke, qui était un film extraordinaire, avec une prestation de Mickey Rourke à tomber par terre. Et là, vraiment, on était en empathie avec le personnage de Mickey Rourke. Et vraiment, le film The Wrestler nous touchait profondément au cœur. Voilà, on était vraiment derrière ce pauvre athlète qui était en train de vivre un enfer. Là, c'est pas du tout le cas. On est en empathie par moment avec ce personnage, mais comme il survole absolument tout ce qu'a vécu ce mec dans sa vie, donc certes, on a des scènes d'engueulade avec sa femme, on a aussi des moments où il est en manque de produits, voilà, mais tout ça est survolé, quoi. Et en plus, on n'a pas beaucoup de combats de MMA, voilà, parce que ça fait quand même partie de la vie de cet homme. Et moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est que le film aurait gagné beaucoup plus en émotion s'il serait rentré pleinement dans ces genres de scènes, voilà, dans des scènes dramatiques. Et malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Au niveau des acteurs, je trouve que ça joue plutôt bien, même si je trouve que Dwayne Johnson en fait un petit peu trop, et pour moi, c'est pas du tout ce genre de rôle qui va lui faire décrocher l'Oscar. Voilà, je suis désolé, il y a des gens qui sont persuadés qu'avec ce rôle, il va décrocher la statuette, mais non, pas du tout, parce que moi, je trouve que par moment, et surtout dans les scènes clés de ce film, eh ben, il est souvent en surjeu, voilà, à un moment dans la chambre quand il se met à pleurer. Moi, j'ai pas cru du tout à cette scène d'émotion. Voilà, on sent qu'il force vraiment beaucoup, et que Dwayne Johnson, surtout, il est aidé par les prothèses, parce que s'il aurait joué ce rôle avec son véritable visage, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, parce que il sort complètement de sa zone de confort. C'est un rôle qu'il n'a pas l'habitude de jouer, et là, franchement, il est vraiment beaucoup aidé par les prothèses. Donc, je trouve que Dwayne Johnson joue plutôt pas mal, mais sans plus. Emily Blunt, qui joue le rôle de sa femme, elle joue plutôt correctement, et comme toi, je la trouve un petit peu en surjeu aussi. Donc c'est le cas de la plupart des acteurs d'ailleurs. Et c'est malheureux, mais ce film aurait mérité un traitement beaucoup plus choc, surtout par rapport à la vie de Mark Kerr, voilà, qui était un véritable enfer. Et je pense que le réalisateur aurait dû avoir les croqueronnesses de rentrer là-dedans. Malheureusement, il décide de nous faire un film assez plat, très ennuyeux, voilà, il dure 2 heures, par moment on sent un petit peu le temps passer, et c'est vraiment dommage. Et c'est pas étonnant qu'il a fait un véritable bid aux États-Unis et ensuite dans le reste du monde, parce que c'est vraiment un énorme naufrage. Je sais pas comment Dwayne Johnson va décrocher l'Oscar pour ce film, avec un film qui fait autant un si gros bid au cinéma, mais bon, je pense que c'est un petit peu mérité, parce que c'est vraiment un film qui rate le coche, surtout par rapport à son sujet. Voilà. Je crois qu'il voudrait un autographe. Bien sûr, pas de problème. Pas de bagarre, hein.
Ensuite, comme David, j'ai vu Frankenstein, donc la dernière version de Netflix sur le roman de Mary Shelley. Alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Comme David, moi, je suis un grand fan de Frankenstein de Kenneth Branagh, de 94 avec de Robert De Niro. Pour moi, c'est la meilleure version. Mais je trouve que Guillermo del Toro s'est très bien démerdé parce que il a fait sa version à lui. Voilà, on est totalement dans le cinéma de Guillermo del Toro. On retrouve carrément tout son cinéma, toute son imaginerie. On reconnaît sa patte visuelle. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le mélange de practical et d'effets numériques. Je trouve que les deux se mélangent vraiment très bien. On a des scènes qui se passent en studio avec de très beaux décors. Et ensuite, en post-production, il met des décors numériques. Je trouve que les deux se marient vraiment très bien. Puisque tu refuses de m'accorder l'amour. Et c'est un beau film romantique. Comme tu disais dans ta critique, ce Frankenstein est beaucoup plus romantique que la version de 94 de Kenneth Branagh, qui était beaucoup plus proche d'un film de la Hammer et de films d'horreur. Là, on est plus dans une romance entre la créature et la fiancée du docteur Frankenstein. C'est pas vraiment sa fiancée, mais bon, voilà, on va dire qu'il y a une petite amourette qui commence à se faire entre le docteur Frankenstein et sa fiancée. Et c'est un film qui est vraiment très beau visuellement. Vraiment visuellement, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, il aurait mérité pour ma part qu'il sorte au cinéma au mieux de sortir sur Netflix. Mais bon, c'est comme ça, c'est Netflix qui l'a produit. Donc, avant tout, ils le sortent sur leur plateforme qui est complètement normale. Et donc, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. En plus, on a un casting 3 étoiles. Le jeune acteur qui joue le rôle de la créature est vraiment excellent. On a un petit rôle de Charles Dance. Mais bon, dès que Charles Dance arrive à l'écran, il vampirise complètement l'écran. Et on est très heureux, David et moi, de le voir parce qu'on est très fan de cet acteur anglais. On a aussi un rôle de Christopher Weitz, aussi qui est très bon. Donc on a un casting 3 étoiles. Si, je trouve très bon, moi. Il fait son rôle, quoi. Oui, mais bon, il est très bon dans le rôle. Et je trouve que vraiment, on a un casting 3 étoiles. Visuellement, le film est très beau. C'est vraiment un très bel hommage au roman de Mary Shelley, hein, voilà. Bon, il change 2-3 lignes, hein, voilà. Il se permet des petites nouveautés, mais sans dénaturer le roman. Donc c'est une version que j'ai beaucoup appréciée. Victor Frankenstein. Et pour finir, j'ai été voir Predator Badlands. Alors David n'a pas voulu aller le voir au cinéma parce que la proposition du film ne l'intéressait pas. Et c'est vrai que quelques jours avant d'aller voir ce film, j'étais voir la plupart des critiques de mes confrères youtubeurs qui annonçaient à leurs abonnés de ne pas aller le voir, que c'était une véritable merde, qu'encore une fois, le studio Disney torpillait une célèbre saga des années 80, donc Predator, comme la saga Alien. Et c'est vrai que j'y allais un petit peu à reculons, persuadé que j'allais voir une merde. Et non, pas du tout. J'ai beaucoup apprécié ce nouveau Predator et cette nouvelle interprétation de la saga des années 80. Alors, je vais être clair avec vous, les amis. Oubliez le Predator de 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Nous n'avons plus du tout ce côté viscéral, ce côté film d'horreur, film d'action des années 80. Parce que là, on a droit à un premier Predator tout public. Mais tout public ne veut pas dire mauvais pour autant. Parce que le film dure 1h40 et pendant 1h40, on a de l'action non-stop. Donc nous suivons les aventures de Beck, un jeune prédateur qui est exclu de son clan, voilà, qui est reconnu comme un prédateur faible, surtout aux yeux de son père. Et ce prédateur va être catapulté sur une planète hostile. Et là, pour la toute première fois, on va voir le prédateur qui va être le héros de son propre film. C'est une idée assez couillue de la part du réalisateur, qui aurait pu être une idée complètement casual, mais ça marche plutôt bien, parce que on suit avec plaisir les aventures de ce prédateur, parce qu'il lui arrive énormément de choses. Alors le film n'est pas parfait. Il est parfait au niveau de son aspect, parce que je trouve que la réalisation est plutôt correcte, même si on a 2-3 effets spéciaux qui sont pas terribles. Le reste est plutôt joli. Voilà, la réalisation est très carrée, classique mais très carrée. Mais là où il y a les petits défauts dans ce film, c'est que le réalisateur est obligé de mettre des pointes d'humour. Et ça, c'est de la part du studio Disney. Voilà, donc on a des petites pointes d'humour qui désamorcent un petit peu
les scènes d'action. À un moment, on flanque au Predator une espèce de petite créature à la gros goût du Mandalorien, mais bon, heureusement, le réalisateur le met pas beaucoup, on le voit un petit peu au milieu du film, et surtout à la fin, mais bon, à la fin, il lui donne une importance assez intéressante. Mais bon, le réalisateur a été obligé de mettre ces petites pointes d'humour et de créatures assez jolies, parce que ça, c'était le souhait du studio. Voilà, faut pas oublier que derrière, c'est Disney qui donne le pognon. Ici, t'es une proie. Mais c'est un Predator qui est quand même assez jouissif, hein, surtout au niveau de l'action. Alors oui, il y a eu une petite polémique à un moment auprès des gens qui disaient oui, on n'a pas de sang rouge. Et oui, effectivement, il n'y a pas de sang rouge parce qu'il n'a pas d'humain. On a le Predator, on a pas mal de créatures extraterrestres dans ce film, mais on n'a que des synthétiques de la Weyland Company. Parce que oui, comme vous le savez certainement, Disney a en tête de rassembler la saga Predator et la saga Alien entre elles. Et dans ce film, on a des êtres artificiels de la société Weyland. Et donc, on a une filière entre les deux sagas dans ce film. Bon, qui est assez légère, heureusement. On n'a pas l'apparition de l'alien, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, c'est la stratégie qu'a Disney dans les prochaines années, c'est de rassembler les deux sagas. Et donc, il n'y a pas du tout de sang rouge. Et ça a commencé à faire une polémique en disant, oui, ça va être moins violent parce qu'on n'a pas de sang rouge. Non, pas du tout. Et effectivement, ils n'ont pas mis de sang rouge pour détourner la censure, pour faire un Predator tout public. Mais on a du sang quand même. On a du sang vert, on a du sang violet. Mais ça n'enlève pas le côté hargneux des scènes d'action. On est quand même dans l'ADN de la saga Predator. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce Predator, parce qu'en fait on part dans autre chose, mais à la fois on reste dans le lore de la saga Predator. Voilà, c'est il défigure pas tout en fait finalement. Il y a ces petites pointes de comédie, on a ces petites créatures toutes jolies qui arrivent et qui désamorcent un petit peu le film par moment, mais ça reste quand même un film assez jouissif parce que on a beaucoup d'aventures, on a énormément de scènes d'action assez bourrines qui fait 13 années 80, et c'est pour ça que j'ai pris un méchant petit plaisir en voyant ce Predator, parce que moi pendant quelques jours j'entendais que des retours négatifs sur ce film en disant n'y allez pas, c'est vraiment une merde. Et non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un autre film. Alors oui, c'est pas le film de l'année, hein, voilà. C'est ni le meilleur Predator de toute la saga, mais c'est un Predator qui est quand même assez jouissif. Si vous aimez la saga Predator depuis 40 ans, je pense que ce film va vous plaire, parce que vraiment, on retrouve quand même tout ce qui a fait le sel de la saga. On a de très beaux combats, de combats violents, les effets spéciaux sont plutôt réussis, la forme technique du film, au niveau de sa réalisation, c'est carré, bon, il n'y a pas de fulgurance au niveau de la réalisation, mais ça fait plutôt le job. On sent clairement que le réalisateur est fan de la saga. Bon, il incorpore dans ce film Predator de l'ADN de la saga Alien. Bon, ça c'est le studio qui veut ça, hein, voilà, il va falloir qu'on s'habitue. Dans quelques années, on aura un nouveau Alien versus Predator. Mais je trouve que ce film tient vraiment toutes ses promesses. 1h40, il resserre énormément son film, donc on a énormément d'action, d'aventure, et franchement, pour 14 €, bah, on n'est absolument pas volé. Bon, certes, c'est un Predator grand public, mais un très bon Predator. Moi, j'ai pris vraiment un bon petit pied, donc moi, je vous pousse vraiment à aller voir ce film, parce que franchement, c'est pas du tout la bouse que tout le monde annonce. En tout cas, pour moi, voilà, c'est un Predator vraiment très plaisant à voir. Voilà, on a fait le tour des films qu'on a vus ces dernières semaines. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire le petit message de fin. Bien sûr. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les films qu'on vous a présentés. On vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao Ciao les amis.